Bonjour à tous. À l'heure où nous commençons à faire le bilan de la pandémie qui a frappé le monde et notre pays, il est de coutume de dire que les enfants ont été épargnés par le coronavirus. C'est vrai. Mais les enfants paient eux aussi un lourd tribut dans cette crise sanitaire. Ce n'est pas le virus qui les frappe. Oui, ce 4 juin 2020, Journée internationale des enfants victimes innocentes de violences, cette journée, elle a une résonance particulière après le confinement. Sur la seule semaine du 13 au 19 avril, le nombre d'appels au 119, qui est le numéro dédié aux mineurs victimes de violences, eh bien, ce nombre d'appels a augmenté de 89,35%. En moyenne, depuis le début du confinement, les signalements auraient augmenté de 20%, voire même de 60% pour les situations urgentes. Alors oui, la crise sanitaire, elle est définitivement aussi une crise sociale qui entraîne avec elle les plus fragiles et notamment les enfants. Les avocats se sont mobilisés. Le Conseil national des barreaux a créé un numéro spécial d'urgence pour conseiller, pour accompagner les professionnels qui accueillent et informent les victimes de violences intrafamiliales. Les appels ont été réceptionnés par une vingtaine d'avocats bénévoles. Ils sont tous élus du Conseil national des barreaux. Ils ont pu informer sur les procédures, orienter les victimes, les accompagner pour demander des ordonnances de protection. 24 heures sur 24. Cette cause, vous le voyez, elle est vraiment l'affaire de tous. Je suis très honorée d'accueillir aujourd'hui Madame la défenseure des enfants, Madame Geneviève Avenard, qui nous dira ce qu'elle retient de cette crise inédite et répondra à vos questions. Merci, Madame la défenseure des enfants, d'être avec nous. Nous accueillons aussi Madame Marie Toiti-Pellegrin, pédopsychiatre, parce que tout simplement, les blessures ne sont pas que physiques. Et nous accueillons également Monsieur Jérôme Bertin, directeur général de la Fédération France Victimes. Madame, Monsieur, merci d'être avec nous. Et puis, comme de coutume, je suis entourée d'élus du Conseil national des barreaux. Madame Aminata Niakate, qui est la présidente de la commission égalité. Bonjour Aminata. Monsieur Mathieu Duluc, membre du bureau du Conseil national des barreaux, qui siège également au Haut Conseil de l'égalité hommes-femmes. Ensemble, Madame Aminata Niakate et Monsieur Mathieu Duluc ont mis en place la cellule d'astreinte téléphonique dédiée aux violences intrafamiliales. Et notre débat, comme toujours, sera animé de main de maître, bien sûr, par Monsieur Xavier Autain, président de la commission communication institutionnelle du Conseil national des barreaux. Bonjour Xavier. Bonjour Christiane, merci. Alors nous allons commencer avec peut-être une perspective un peu grande, un peu élargie de ce qui s'est passé ou de ce qui a pu se passer et de ce qui ne s'est pas forcément vu pendant le Covid. Ce n'est pas parce que les chiffres baissent que rien ne se passe et c'est plutôt le contraire. Madame Avenard, vous qui êtes défenseur des enfants, quel est le bilan assez général que vous pouvez dresser, même si je suppose il y a beaucoup de divination dans ce que vous allez nous indiquer? D'abord, je voudrais vous remercier pour votre invitation à participer à ce débat et peut-être ajouter par rapport à cette date du 4 juin 2020, le fait qu'aujourd'hui, nous devrions connaître la décision de la Cour européenne des droits de l'homme concernant la situation de la petite Marina Sabatier. Vous vous rappelez de cette petite fille qui était décédée en 2009 des actes de torture et de barbarie de ses parents.
à son encontre. Le défenseur des droits avait travaillé et publié quelques années plus tard un rapport qui mettait en évidence les défaillances de toute la chaîne de protection de l'enfant, puisque cet enfant, en dépit des différents signalements qui avaient été portés à l'attention notamment de la justice, n'avait pas été protégé. Donc voilà, juste dire que aussi ce débat s'inscrit aujourd'hui dans cette temporalité. Alors faire un bilan, c'est compliqué puisque nous ne disposons pas d'éléments aujourd'hui globaux sur la situation. Par contre, ce que je peux vous dire, c'est que dès le début de la crise, de l'état de crise sanitaire, avec Jacques Toubon, défenseur des droits, nous nous sommes inquiétés des conséquences de la situation et du confinement en particulier, c'est-à-dire confinement au domicile sans que la vie sociale des enfants, la vie à l'école, etc., c'est-à-dire le regard extérieur et la vie à l'extérieur soient possibles. Donc, les conséquences de ces conditions sur le développement, sur le bien-être et sur la sécurité des enfants, et en particulier des enfants les plus vulnérables, ou en risque de vulnérabilité. Nous avons été donc à la fois préoccupés et à la fois nous avons mis en œuvre travaillé autour de cette préoccupation pour d'abord, j'ai été personnellement extrêmement présente, évidemment en virtuel, auprès de l'ensemble des fédérations associatives, auprès des départements, auprès de l'ensemble des professionnels, donc je pense notamment aux médecins, les UMJ, etc., pour avoir justement cette connaissance précise des situations qui pouvaient survenir. Effectivement, l'une des difficultés, j'y reviens, c'est le fait que, concernant les violences faites aux enfants en milieu intrafamilial, c'est l'absence de regard extérieur, notamment le regard de l'école, qui était vraiment et qui nous paraissait et qui nous paraît toujours un aspect essentiel, mais aussi le regard des médecins. Il y a l'école, on parle beaucoup de l'école, et effectivement l'école est le lieu où passent tous les enfants, et donc qui est d'ailleurs le plus grand pourvoyeur, si je puis dire, d'informations préoccupantes, mais il y a aussi d'autres professionnels qui n'ont pas eu accès aux enfants pendant toute cette période, donc avec une préoccupation majeure dont nous avons fait part très vite au secrétaire d'État, dès le 13 mars d'ailleurs, pour tout vous dire, qui était celle du fonctionnement du 119, un fonctionnement extrêmement important, assurer la continuité du fonctionnement du 119, donc avec des assurances qui ont été prises assez vite autour de cela, mais on y reviendra, je pense, dans le débat, mais aussi en termes de soutien des familles, parce que les familles, elles se sont retrouvées dans une situation tout à fait inédite, et il nous semblait vraiment important de pouvoir anticiper dans une démarche informative, de sensibilisation bienveillante, les répercussions donc du confinement sur la famille, sur les familles et sur les enfants. Donc voilà ce que je voulais dire déjà. Donc on a eu beaucoup de retours de la situation, et un des constats qu'on peut faire, c'est celui de la disparité selon les territoires, selon les départements, selon le type de situation. Alors, ça n'étonnera personne, parce qu'on sait très bien que c'est une des caractéristiques de cette politique de protection de l'enfance dans notre pays, on le sait, cette disparité des situations, mais aussi des moyens et des dispositifs. Donc, il y a eu le pire et le meilleur. Ce qu'on peut dire quand même, c'est que cette crise sanitaire et les conditions le confinement, etc., tout ce qui en est découlé, toutes les mesures qui ont été prises, ont exacerbé les difficultés des familles, on le sait, elles ont exacerbé aussi les inégalités sociales qui étaient déjà présentes. En fait, tous les constats que nous pouvions faire, voilà, ce que je pourrais dire en résumé, c'est que tous les constats que nous pouvions faire, à la fois sur les situations des enfants, leurs difficultés, la non-réponse à leurs besoins, notamment de sécurité ou de développement, tous les constats que nous pouvions faire sur les dispositifs et leurs défaillances et leurs dysfonctionnements, tous ces constats ont été largement exacerbés et mis en lumière par la crise.
Merci, Madame Avenard. Si on zoome encore un petit peu, Monsieur Bertin, vous qui êtes donc travaillé à France Victime, d'abord vous allez nous dire un peu ce que c'est que France Victime, ce que ça regroupe. Concrètement, quel est le tableau que vous faites, vous, de la situation, de ce qui vient de se passer pendant 2 mois et demi et de ce qui continue un peu à se passer, puisque Madame Avenard soulevait l'importance de l'école, vu la scolarisation très en pointillé d'un certain nombre d'élèves. Je suppose que la situation est loin d'être résolue quant à la prévention-détection. Oui, vous avez raison. Merci en tout cas également de nous inviter à ce débat. Merci d'autant plus que France Victime n'est peut-être pas forcément identifié comme un acteur en première ligne sur la protection des enfants et sur cette question de l'enfance en danger. Pour autant, nous connaissons beaucoup de situations. Pourquoi ? Parce que notre réseau de 130 associations, qui est agréé par le ministère de la Justice, est présent sur tous les territoires et a des liens très forts avec la justice, des liens historiques, mais aussi des liens liés au texte. Et nos associations sont impliquées dans l'accompagnement judiciaire et de nombreuses situations concernant les mineurs nous sont signalées, remontées ou nous sommes réquisitionnés en tout cas par la justice pour accompagner les victimes, puisque le rôle des 1500 professionnels du réseau, c'est de faire cet accompagnement sur le plan juridique, psychologique, social, de toute personne qui est victime. Et donc, à plus forte raison, pour le thème qui nous intéresse aujourd'hui, les violences faites aux enfants. Donc, cette présence sur le territoire, dans une période comparative de 2 mois, hein, par exemple, si on prend 17 mars 2019, 17 mai 2019 et comparativement avec 2020, nous aurions, dans une période normale, reçu entre 7500 et 9000 situations de mineurs. Ça n'a pas été le cas cette année, puisque nous constatons, nous, en termes de chiffres, qu'il n'y a, entre guillemets, que 2600 situations de mineurs qui nous sont remontées, qui nous ont été signalées et que nous avons donc accompagnées. Et parmi celles-ci, tout de même, de nombreuses situations de viol et d'agression sexuelle, environ 900, que les faits aient été précédant la période de confinement ou qu'ils aient été contemporains à la période de confinement. Donc, en effet, il y a en fait ce constat que nous faisons d'une baisse générale de l'activité, puisque nos associations, comme tout professionnel, ont dû s'organiser pour travailler dans ce mode dégradé, donc d'assurer un plan de continuité des activités que nous n'avions pas anticipé, donc un maintien du lien avec les familles, du téléphone, de la visio. Donc, on a eu une phase comme ça très active pour maintenir le lien. Pour autant, une activité très en baisse, car très proche de l'activité judiciaire. Donc, nous, on constate une activité globale en baisse de 40%, moins d'activité donc. Mais pour autant, parallèlement à ça, comme l'a dit la défenseure des enfants, des situations familiales exacerbées, des pressions familiales en augmentation et des violences intrafamiliales en augmentation, et notamment, plus le confinement a duré, plus nous avons constaté une augmentation de ces signalements et de ces situations. On a eu, nous, plus 60% de violences conjugales à traiter et donc indirectement de situations de mineurs. Donc, un constat, en tout cas, d'une baisse globale d'activité, mais qui, en fait, nous a, amené à nous inquiéter très fortement parce que une vraie invisibilité, du coup, sur ce qui se passait sur les foyers. Enfin, dans les foyers, pardon. À la fois, le confinement a sans doute évité certaines situations que peuvent connaître les mineurs et dont ils peuvent être victimes. Je pense aux raquettes à l'école, au tout type de violence qu'il peut y avoir à l'école, ou des atteintes qu'ils peuvent connaître dans d'autres situations que le foyer. Et pour autant, une vraie inquiétude pour savoir si le foyer devenait un vrai lieu de protection ou au contraire le lieu de tous les dangers. Lieu de tous les dangers parce qu'il y a des violences habituelles sur mineurs qui sont connues, mais qui là ne pouvaient pas forcément être révélées ou sur lesquelles les différents services sociaux et la protection de l'enfance en général ne pouvaient pas travailler dans ce contexte si particulier. Il y a eu aussi, nous l'avons constaté, des violences qui sont nées de la situation, avec des parents qui n'arrivent pas à se contenir, mais je pense que
Marie Toiti-Pellegrin pourra plus facilement que moi en parler. Et puis des mises en situation, de mise en danger du mineur lui-même à travers Internet, à travers des comportements déviants que nous avons constatés. Donc, une baisse d'activité, une vraie crainte par rapport à cette invisibilité des situations, et on y reviendra dans le débat, du coup, une crainte de ce qui va ressortir dans cette période de reprise d'activité. Sachant que, pour vous donner quelques précisions sur ce qui a pu être fait, je l'ai dit, mais mise en place des plans de continuité, nous avons repris contact dans un premier temps avec tout le monde, et puis nous avons constaté au fil de l'eau et au fil du confinement que malheureusement les contacts étaient moins réguliers, des rendez-vous qui étaient pris avec le psychologue étaient annulés, des visios ne pouvaient pas se faire, et donc plus le temps a passé et plus nous constations une vraie opacité sur ce qui se passait dans les foyers. Voilà ce que je peux vous dire en termes de premier constat en tout cas. Merci, M. Bertin. Docteur Toiti-Pellegrin, le praticien hospitalier que vous êtes, parce que je crois que vous avez une consultation au cabinet et une consultation à Necker, comment est-ce que vous caractérisez particulièrement ce qui a pu se passer là? Alors, violence physique, violence morale, on l'imagine. On sait qu'elles ont lieu habituellement. En quoi est-ce que le confinement a pu augmenter ça, notamment par la dissimulation, mais pas seulement? Qu'est-ce que vous pouvez nous en dire? Alors, merci de votre invitation. Ce débat, c'est très intéressant, je pense, pour nous tous de réfléchir un peu, alors pas complètement à froid, mais à tiède, je dirais, aux difficultés des enfants là, post-confinement. Ce qu'on a observé effectivement à l'hôpital, je rejoins complètement ce que disait Monsieur Bertin tout à l'heure, c'est que effectivement nous avons eu une baisse importante des demandes. Très brutalement, au début du confinement, nous n'avons plus aucun appel. Et ça nous a beaucoup étonnés parce qu'on imaginait cette période comme très difficile pour les familles. Et en même temps, nous n'avions plus aucun accès à nos patients. Les rendez-vous étaient annulés. Et donc, ça a été vraiment un moment d'inquiétude forte pour eux. En revanche, en libéral, moi j'ai maintenu mes consultations par visio et je me suis rendu compte que les familles allaient vraiment mal. Et donc dans ce contexte, on a créé une hotline avec plusieurs psychologues et pédopsychiatres, orthophonistes et psychomotriciens pour soutenir les familles dans ce moment un peu compliqué, puisqu'en fait on s'est dit que les familles qui étaient déjà suivies allaient pouvoir avoir bénéficié en tout cas d'une continuité de soins, mais que les autres allaient en manquer profondément et allaient manquer d'un soutien dans ce contexte. Ce qui nous a paru très important au cours de ce confinement, de noter, alors c'est évident, hein, le confinement, c'est un moment de huis clos très serré finalement pour une famille, et quand il y a des difficultés qui préexistent, les choses se majeurent de façon très notable. Alors le confinement peut être un révélateur finalement, une sorte de catalyseur des difficultés intrafamiliales. Et moi j'ai essayé de réfléchir finalement aux différents facteurs de vulnérabilité face au confinement que pourraient présenter les familles. Donc il y a un facteur qui serait propre aux enfants finalement. Un enfant qui lui-même est malade, par exemple, moi je pense aux enfants autistes, aux enfants qui ont des troubles d'apprentissage qui sont sévères et qui ont besoin d'une aide spécifique au cours de l'année et dont les rééducations se sont arrêtées là brutalement. Finalement, ça a été quand même très compliqué pour les familles et pour les enfants de pouvoir faire face à ce confinement sans aucune aide extérieure en effet. Et puis un autre facteur de vulnérabilité qui me semble essentiel dans ces contextes de maltraitance, ce sont les facteurs liés aux parents et aux antécédents psychiatriques des parents, mais aussi aux antécédents de prise de toxiques. Je crois qu'un chiffre important qui serait sûrement relié à celui de l'augmentation des violences intrafamiliales, c'est aussi l'augmentation de la prise d'alcool. Pendant le confinement, on a noté avec, pour ma part, beaucoup d'étonnement, mais peut-être de façon importante. En tout cas, cette augmentation donc, significative de la consommation d'alcool des Français. Et on sait que c'est un facteur de risque de violence importante. Donc, pour moi, je pense que le confinement a été un révélateur des difficultés intrafamiliales, des difficultés personnelles de chaque membre des familles qui, tout mis ensemble, a fait office de catalyseur.
Effectivement, l'école et les médecins sont habituellement des tiers qui sont essentiels dans le soutien des enfants qui sont dans des situations de fragilité ou de familles en souffrance. Et dans ce contexte-là, il me semble que d'une certaine façon, même si c'est un peu un constat difficile à mener, mais nous avons failli à la mission de protection des enfants en interrompant l'école et en interrompant les suivis. Il y a des centres de soins qui ont été complètement fermés au cours du confinement et c'est bien regrettable pour les enfants et pour les patients que de s'être retrouvés sans suivi de façon très brutale. Et moi, je pense qu'il faut vraiment pouvoir aujourd'hui réfléchir à comment permettre une reprise des suivis et puis à réfléchir s'il y a une deuxième vague ou s'il est nécessaire à un moment ou à un autre de reconfiner, pouvoir envisager une continuité bien plus soutenue, bien plus importante que celle que nous avons fait à ce jour. Merci. Aminata, Mathieu, les avocats que vous êtes, pouvez-vous nous expliquer d'abord ce qu'a fait le CNB, ce numéro accessible, et puis quel est le processus, j'allais dire traditionnel en cas de violence, quelles sont les étapes pour mettre à l'abri les enfants sans qu'ils subissent de répercussions de l'un ou l'autre des parents lorsqu'il a dénoncé les violences dont il était victime. Alors, je vais peut-être commencer. Il y a deux volets dans la question. D'abord, je voudrais simplement prolonger ce qui a été dit juste avant, qu'on peut résumer en une phrase. La société nous protège. La vie en société nous protège et elle protège encore plus les enfants. L'influence, l'effet direct du confinement a été la fin de cette protection que nous offre la vie en société. Alors, on a tous, dans nos domaines respectifs, essayé de mettre en place des mécanismes pour pallier à cette protection qu'offre normalement la vie en société. Et nous n'y sommes pas parvenus. Nous n'y sommes pas parvenus et encore aujourd'hui, on est dans une phase de réflexion parce qu'on va devoir gérer l'après et je crois qu'on ne sait pas encore aujourd'hui qu'est-ce qu'il faut mettre en place pour pallier cette protection naturelle de la société, c'est-à-dire l'absence de l'école, parce que oui, et c'était important de reprendre l'école rapidement dans l'intérêt des enfants, la possibilité de la consultation médicale, du suivi des soins. Pour ce qui est du domaine dans lequel intervient l'avocat, il faut peut-être déjà signaler que dans ce parcours, l'avocat il intervient assez tard. Qu'a fait le Conseil national des barreaux pour les violences intrafamiliales? Eh bien, nous avons créé une permanence au soutien des dispositifs existants. J'insiste beaucoup sur ce point parce que c'est important. Vous avez un numéro connu qui est le 119. Ça ne servait à rien de rajouter quelque chose d'autre. Au 119, vous avez des professionnels qui travaillent, que ce soit des associations ou autres, qui recueillent un appel et qui vont peut-être à ce moment-là avoir besoin d'une intervention et de la saisine du juridiction. C'est là où l'avocat intervient. On n'a pas eu, dans le cadre de la permanence que nous avons tenue, directement des enfants qui nous ont appelés au téléphone et c'est bien normal. De la même manière, et ça rejoint ce qu'indiquait Jérôme Bertin de France Victimes, on a surtout eu des appels ayant attrait à des violences conjugales plutôt que des violences sur des enfants, ou plutôt indirectement. C'est-à-dire que les situations que nous avons pu voir à plusieurs reprises, c'est une femme victime de violences depuis des années qui, à un moment donné, va réagir parce que ce jour-là, le père s'en est pris aux enfants. Alors, vous avez deux types de protection. C'est le couple est séparé ou il n'est pas séparé. Si on était dans une séparation envisagée, en cours, provoquée par cet épisode de violence, c'était la saisine du juge d'affaires familiales et de demander une ordonnance de protection, c'est-à-dire un mécanisme provisoire qui va permettre de mettre à l'abri chacun. Et ensuite, lorsque le couple est séparé et que s'exercer des droits familiaux déjà que ce soit chez l'un ou chez l'autre, eh bien, c'est la possibilité de saisine du juge des enfants pour avoir une mesure de protection. Et là, on est donc c'est soit le juge d'affaires familiales, soit le juge des enfants, suivant la situation que connaissent les parties.
Dernier point sur lequel je veux aussi attirer votre attention, c'est que la période, elle a été également très compliquée pour l'exercice des droits familiaux. On va avoir, hors confinement, normalement, une répartition qui peut se faire, et puis si elle n'est pas respectée, force reste à la loi. Dans toute cette période-là, c'était très compliqué lorsque les droits familiaux n'étaient pas respectés de pouvoir les mettre en œuvre, et ça a aussi été très compliqué lorsque la situation familiale fait que l'accueil de l'enfant ne peut se faire au domicile de l'un des parents, mais qu'il est important de maintenir ce lien, et donc l'accueil se faisant dans des structures particulières, dans la majorité des cas, ces droits n'ont pas pu continuer à s'exercer dans la période. Aminata ? Peut-être un mot en complément. C'est vrai qu'on a été peu alertés finalement pendant la période sur les situations de violence dont on a pu être victime des mineurs. Et les chiffres étaient flagrants pour les femmes victimes de violences. Et on craint que finalement, quand on sera sorti du processus de déconfinement, on prendra connaissance, c'est à ce moment-là qu'on prendra connaissance de l'intensité, du nombre et du volume de violences qu'ont pu subir ces victimes. Les ordres, souvent, ont organisé dans leur barreau des permanences, des antennes de mineurs. Il y en a une, par exemple, au barreau de Paris depuis 1991 et qui, avant le confinement, permettait aux mineurs ou aux professionnels, voire aux parents, de venir et de bénéficier de l'assistance gratuite d'un avocat ou d'appeler. Et certains barreaux ont, pendant le confinement, tenté de maintenir téléphoniquement ces permanences, mais on comprend bien que ça a été plus difficile pour un mineur d'atteindre un avocat et d'être accompagné par un avocat qu'en dehors du confinement. Donc, on a une grosse inquiétude sur ce qui va pouvoir ressortir comme violence après le déconfinement total de la France. Concrètement, Madame Avenard, peut-être Monsieur Bertin, comment est-ce que les services de protection-détection ont réussi à travailler dans cette période extrêmement particulière et qui, de surcroît, bloquait tous les systèmes, faisait que les gens ne pouvaient pas forcément télétravailler parce que l'administration, la structure administrative de notre pays n'est pas complètement faite pour le télétravail. Nous, on l'a vu en termes judiciaires. Comment est-ce que tout cela a réussi à se mettre en place? Et est-ce qu'une partie de ce qui n'est pas vu, de ce qui est invisible, ne vient pas justement d'une impossibilité de recevoir cela? Qu'en pensez-vous? Madame Avenard, peut-être? Oui, je dirais que le problème essentiel, il a été question de continuité de l'activité, de plan de continuité de l'activité, c'est justement l'absence de plan de continuité coordonné entre tous les acteurs. Je pense notamment, on a beaucoup évoqué le 119, mais les CRIP, les commissions d'évaluation des informations préoccupantes, les relations, toute la chaîne des acteurs qui sont là pour protéger les enfants a été interrompue à certains, dans de nombreux départements, de manière inégale, là encore, et très diverse. Mais c'est vrai qu'un des soucis, une des préoccupations qui nous sont remontées très, très rapidement, notamment par les associations de gestion de structures de protection de l'enfance, c'est le fait que les professionnels de protection de l'enfance n'étaient pas considérés comme prioritaires. Prioritaires pour leur protection, avec, comme pour beaucoup d'autres professionnels, en effet, le problème d'accès à des protections masques, etc., de type masque, etc., mais aussi prioritaires au regard de la garde de leurs enfants aussi. Ce qui fait qu'il y a eu un absentéisme qui a pu être important et qui a nuit véritablement à cette continuité. Après, c'est vrai que la question, par exemple, des CRIP, elle est essentielle. Ce que j'ai noté, moi, dans le bilan qui a pu être fait par le SNATED sur le fonctionnement du 119 pendant la période de confinement, c'est que c'est l'augmentation du nombre d'appels qui avait conduit à l'intervention, au recours direct
aux services de police ou de gendarmerie ou au SAMU, en augmentation de 113% par rapport à la période, enfin, la même période l'année précédente. Donc ça, on voit bien que du coup, ça veut dire quoi? Ça nous éclaire sur le fait qu'il n'y avait pas de possibilité pour le 119 d'avoir des relais qui puissent évaluer les situations. Et ça, ça s'ajoute, enfin, c'est ce genre de constat s'ajoute à toutes les situations qui avaient été signalées auparavant, qui étaient en cours d'évaluation et dont l'évaluation s'est interrompue. Et pour revenir à ce que disait Jérôme tout à l'heure, c'est vraiment la question aussi par rapport de ce qu'on fait, enfin, comment dire, de ce que vivent les enfants, notamment les enfants qui ont par exemple, été victimes d'abus sexuels dans leur famille, qui en ont parlé avant le confinement et pour lesquels rien ne s'est passé. Et ça, je crois que c'est aussi une des questions que j'ai vues dans les questions qui ont été posées, c'est la question de la prise en compte des enfants eux-mêmes, la prise en compte de leurs paroles. Tout ça, ça a été, c'est aussi un des constats qui est lié aussi au fait que dans l'urgence, bien, il a été paré, et voilà, et on le comprend, il a été paré au plus urgent, mais les enfants, ils ont été un peu oubliés. Monsieur Bertin, donc on l'a bien compris, il y a le 119 qui est une alerte. Vous accompagnez le suivi à partir du moment où il y a une judiciarisation, même en police judiciaire, hein, simplement. Vous n'êtes pas dans cette logique-là de détection avec l'anonymat que le 119 est censé pouvoir apporter éventuellement, mais il y a des questions là-dessus. Comment est-ce que ça s'est passé pour vous? Parce que les plans de continuation d'activité, c'est merveilleux, mais le Covid, on l'a vu, a dépassé bien des choses qui ne pouvaient pas être prévues car inconnues. Oui, alors, il faut savoir quand même que les plateformes 116 006, donc le numéro national d'aide aux victimes que nous portons, et le 119 travaillent ensemble toute l'année, hein, évidemment. Et les premiers, j'allais dire, en tant que fédération, déjà les premiers contacts ont été de joindre nos collègues du 3919, du 119 et autres pour savoir comment, en effet, chacun s'organisait, maintenait ou pas ses activités, éventuellement les élargissait. Et quand on parlait tout à l'heure de maintien de l'activité, j'allais dire le mot d'ordre qui a été plutôt le nôtre, c'est le maintien du lien. C'est-à-dire que nous avons constaté que nous ne pouvions en effet pas agir comme habituellement, puisque rien n'était habituel. Et en revanche, il fallait absolument rester très, très, très vigilant et donc conserver un lien avec soit les situations qui nous avaient été signalées avant, que nous connaissions, soit les situations que nous percevions comme étant peut-être sensibles. En amont, la difficulté qui a été celle de tous les services, c'est en effet ce signalement, cette révélation des faits. Et on a pu constater que nous avons, nous, fait des efforts de communication, mais les numéros nationaux et le gouvernement aussi, mais c'était très utile de faire passer le message que, pour autant, le lien était possible, que l'activation des services d'urgence était possible. Et ce message, c'était important qu'il s'adresse à la fois aux victimes elles-mêmes et éventuellement aux mineurs victimes, mais aussi aux proches, aux copains, aux familles, aux voisins. Et il y a eu beaucoup de messages en ce sens et c'était important de dire que nous étions finalement tous responsables. Mathieu, tout à l'heure, parlait en effet de cette société protectrice. Je crois qu'il était nécessaire qu'il y ait au départ une prise de conscience qu'il fallait sans doute presque exagérer et surprotéger ces situations, ce qui a sans doute occasionné plus d'appels au 17 pour des situations qui peut-être n'étaient pas urgentes, mais signalées de voisins, de proches, mais c'était nécessaire. Le deuxième problème qu'il y a eu après, c'est en aval, comment intervenir. Nous avons pu constater qu'en effet, l'intervention à domicile, le lien direct et physique n'était pas possible, était voire même impossible par manque de présence de professionnels, par refus des familles aussi, dans ce contexte tout de même si particulier où le moindre contact avec une personne pouvait être perçu comme une mise en danger. Étions-nous tous porteurs de ce virus? C'est quand même la question qui aussi planait dans toutes les relations humaines que nous connaissons au quotidien. Donc, il y a eu des difficultés d'intervention, et puis du coup, on a dû en effet s'adapter. Nous avons tenté, nous, de maintenir tout de même ce qu'on a qualifié de situation urgente, et donc des déplacements à domicile ont été effectués malgré les interdictions, en prenant ce risque éventuellement
d'être verbalisé, mais c'était l'urgence le nécessitait. Et puis, pour vous donner simplement peut-être une illustration, mais on a eu, vous parliez d'anonymat, on a dû aussi adapter un petit peu nos pratiques. Et je crois qu'à terme et à l'avenir, il faudra aussi savoir parler aux mineurs et utiliser les bons vecteurs. Les mineurs aujourd'hui utilisent peu le téléphone pour téléphoner. En revanche, ils utilisent beaucoup le téléphone pour agir avec des messages clairs, directs et très concis sur différents réseaux sociaux sur lesquels la protection de l'enfance et les numéros nationaux, nous ne sommes pas forcément. Donc, nous ne pouvions pas l'improviser du jour au lendemain. Pour vous donner une illustration, France Victime n'est pas forcément sur tous les réseaux. Pour autant, nous avons accentué, j'allais dire, la communication sur l'écrit. Le gouvernement a fait pareil, et d'ailleurs avec le SMS 114. Ça a permis sans doute des révélations. En revanche, nous nous sommes retrouvés dans des situations où un mail nous était adressé signalant un danger immédiat et une intervention nécessaire, un signalement officiel nécessaire, mais sans géolocalisation de la personne. C'est-à-dire que malgré nos relances et les tentatives d'échange, il y a des personnes qui préfèrent rester dans l'écrit. On a des échanges par mail très régulièrement, en augmentation de plus de 230% chaque année. Il y a de plus en plus d'écrits. Et en fin de compte, nous n'arrivions pas à géolocaliser la victime. Donc, qui saisir? Quel procureur saisir? Quel CRIP saisir pour envoyer notre signalement? Nous ne le savions pas. Et là, nous avons réussi à avoir un accord avec le parquet de Paris qui a accepté de recevoir toutes ces situations venant de la plateforme nationale pour géolocaliser soit un 06, soit une adresse IP, pour que nous puissions derrière, alors eux de leur côté bien sûr, saisir les forces de l'ordre territorialement compétentes, pardon, mais nous aussi mobiliser la bonne association, car c'est l'une des difficultés des numéros nationaux et de l'anonymat. C'est toutes ces situations de danger qui sont révélées et sur lesquelles nous sommes nous-mêmes en difficulté pour agir, car on ne sait pas vraiment d'où elles viennent dans certaines situations. Donc on a dû s'adapter de cette manière-là. On a réussi en tout cas, et merci au procureur de Paris. Merci, M. Bertin. Docteur Toty-Pellegrin, sur la continuité d'activité en pédopsychiatrie, et puis après, on rebondira sur des questions plus procédurales et pratiques avec Aminata Traoré, Niakate et Mathieu Duc, pardon. Alors, c'est vrai que pendant le confinement, il y a eu, comme je vous disais tout à l'heure, une baisse importante des demandes de consultation en pédopsychiatrie. Néanmoins, à l'écart, on a une activité importante en liaison, c'est-à-dire au lit du malade, mais auprès des patients qui sont hospitalisés dans les services de pédiatrie. Et ce que nous avons observé pendant le confinement, c'est qu'il y a eu deux phases finalement. Il y a eu une première phase plutôt de sidération, durant laquelle les enfants ont très peu consulté pour d'autres symptômes que le Covid, et on sait qu'il y a eu très peu de consultations pour le Covid chez les enfants, et on a observé donc durant cette phase-là une diminution importante du nombre de suicides des enfants et des tentatives de suicide des enfants, comme s'il y avait eu une sidération des familles, une sidération des enfants au début du confinement, et puis ensuite la deuxième partie a été plus riche en explosions et en manifestation de difficultés intrafamiliales, et les enfants ont exprimé leur souffrance effectivement en revenant à l'hôpital et en s'autorisant à exprimer leur désarroi aussi de cette façon-là. En fait, ce qui a été un peu paradoxal, moi j'ai noté avec cette crise, c'est que habituellement l'hôpital pour les enfants est un lieu de protection, et en fait avec le Covid, on a dit à la population que l'hôpital était un lieu de danger, que c'était un lieu de contamination, et les gens ont eu très très peur et beaucoup de mal à y venir, et je pense que ça a été aussi finalement une des raisons pour lesquelles nous avons eu du mal à avoir accès à nos patients et à pouvoir dans ce contexte-là les protéger des situations de maltraitance. Un autre point important qui rejoint un peu ce que vous disiez, madame, tout à l'heure avec les CRIP et avec l'ASE, c'est que les services de pédopsychiatrie ont été des grands oubliés des plans blancs hospitaliers, qu'effectivement, nous aussi, nous avons eu des difficultés à avoir accès aux masques et aux moyens de protection. Et ça a été un point, je pense, de difficulté d'autant plus important que nous aurions eu besoin de pouvoir justement
travailler immédiatement avec les familles, peut-être aussi en lien avec les services d'ASE, avec tous les foyers qui accueillent des enfants, pour pouvoir permettre des prises en charge institutionnelles, des soutiens psychologiques aux équipes et aux enfants, afin de les aider dans ces moments de confinement qui ont été sûrement très difficiles aussi dans les foyers de l'ASE. Merci. Aminata Niakate, Mathieu Duluc, deux questions qui se posent et qui sont présentes et reviennent un peu. Un, l'instrumentalisation des procédures dans le cadre de divorce. On imagine bien que instrumentaliser une procédure de violence sur enfant, ça reste très minoritaire et qu'il ne faut pas que l'arbre cache la forêt. Donc ça, ce sera peut-être Mathieu qui pourra répondre là-dessus. La deuxième question est liée à l'ASE et une question qui se pose et qui dit, oui, mais alors l'ASE, finalement, ils rentrent beaucoup dans l'intimité des familles et ils violent un peu de cette intimité. Aminata, ton opinion d'avocate? Aminata. Ton micro est fermé, Aminata. Mon micro fermé, désolée. Mon opinion d'avocate, c'est que ça peut arriver que une partie tente d'instrumentaliser les procédures de violence dans le cadre de son divorce, mais en pratique, c'est que les procédures de protection sont sous-utilisées. Donc, le vrai problème, il n'est pas tout à fait là. Ça peut arriver, mais il me semble que c'est plutôt marginal. Et en vrai, on aurait besoin de plus d'ordonnances de protection et comparé à nos homologues européens, on n'en prononce pas assez. Ces ordonnances de protection, elles ont vocation à protéger donc le conjoint, mais également les enfants. Justement là-dessus, il y a une question de quelqu'un qui dit mais il y a une réticence des juges, des enfants et des intervenants à placer les enfants et à les éloigner, à les mettre en famille d'accueil, en maison d'enfants. Est-ce que ça apparaît pas contradictoire? C'est vrai que souvent, je ne sais pas si tu voulais répondre, Mathieu. Peut-être. Comme tu préfères, je veux bien. Enfin, c'est quand même, faut dire, une mesure d'une conséquence exceptionnelle et d'une exceptionnelle violence que le placement d'un enfant. Donc, s'il y a une certaine réticence, j'espère bien qu'il y a une certaine réticence et qu'il y a même une immense prudence quand on imagine la répercussion peut avoir pour la vie et pour l'évolution d'un enfant que de quitter son foyer. Je veux revenir sur les deux questions que tu poses, Xavier, sur les deux questions qui nous sont posées à la fois sur le rôle de l'ASE et l'instrumentalisation de la violence dans le cadre d'une procédure de divorce. Écoutez, dans le cadre d'un procès, le fait qu'une des parties puisse être amenée à mentir ou à utiliser je ne sais quel artifice, eh bien, ma foi, c'est quelque chose d'assez commun. Et pourquoi est-ce que les affaires familiales feraient exception en la matière? Il n'y a pas de raison. Et puis, à un moment donné, on va avoir le principe même du procès, le principe même du contradictoire qui va nous permettre de vérifier si, oui ou non, il y a une réalité, une suspicion de violence ou pas. Voilà. Donc ça, c'est quelque chose d'assez commun et marginal, et je ne vois pas pourquoi les affaires familiales y échapperaient. Alors après, les relations avec l'ASE, avec l'aide sociale à l'enfance, de fait, c'est toujours compliqué. C'est toujours compliqué, peut-être justement parce que le domaine, il est très sensible. Moi, j'ai parfois eu le sentiment, alors on voit plus ça, que ce soit dans des mesures de suivi de type suivi d'AEMO, etc., dans lequel vous avez à ce moment-là une intervention régulière des professionnels venant donner leur avis sur l'évolution du mineur et dans les rapports avec la famille. J'ai souvent eu le sentiment qu'on atteignait à un certain moment, dès l'instant où on était rentré dans ce cycle de protection, des exigences dans lesquelles il fallait que la famille soit nécessairement la famille parfaite et que lorsqu'on rentrait dans ce cycle de protection, on n'en sortait jamais. Ça peut être, si j'ai pu avoir ce sentiment, je crois que c'est une erreur.
et que quand bien même, je veux dire, voilà, oui, vous aurez sans doute, et vous pourrez lire des situations dans lesquelles on pourra se dire, eh bien, il y a peut-être un dysfonctionnement dans un suivi, mais dans quel suivi, dans quel dispositif, il n'y en a pas. Bon, mais ça reste minoritaire, et heureusement qu'il y a ce suivi professionnel pour permettre une meilleure protection de l'enfance. Je voudrais simplement revenir sur ma réponse déjà un peu longue. Le défenseur des enfants a dit dès sa première intervention que les difficultés qui se posaient, c'était les disparités sur l'ensemble du territoire. Nous-mêmes, au Conseil national des barreaux, nous avons dénoncé une justice à 164 vitesses pendant cette période de confinement. Eh bien, si le confinement a exacerbé les difficultés, la protection de l'enfance ne fait pas défaut, et que peut-être, dans la réflexion du système d'après, oui, il y a des procédés numériques à mettre en place, certainement. Il y a peut-être aussi des plans nationaux et des prises en charge de dispositifs nationaux qui sont peut-être ô combien nécessaires. Madame Avenard, on nous signale le cas de gens qui ont fait des signalements 119, mais qui sortent de l'anonymat lorsque il y a par exemple une plainte en dénonciation calomnieuse ou en diffamation de la part de l'enfant qui était à protéger. Est-ce que ce n'est pas un effet pervers qui risquerait de dissuader un peu ceux qui font la démarche de protéger les enfants en appelant le 119 ? Comment y répondre éventuellement ? Moi, j'avais compris en fait que la plainte pour diffamation avait été portée par la personne qui avait, l'adulte, qui avait été signalé comme étant à l'origine de la violence à l'enfant et qui avait donc avait fait l'objet donc de l'appel au 119. Moi, je crois vraiment que ce qui doit nous guider, c'est, et je reviens aussi du coup à la question précédente sur la réticence des acteurs à mettre en place des placements. Je crois que ce qui doit nous guider, c'est l'intérêt supérieur de l'enfant, mais l'évaluation de cet intérêt supérieur de l'enfant dans chaque situation donnée, en fonction de son âge, en fonction de sa situation familiale, etc. etc. Et également, ce qui doit être prioritaire, c'est la protection de l'enfant et donc la réponse à l'ensemble de ses besoins fondamentaux, dont le besoin de sécurité, qui est un besoin fondamental, méta-besoin, selon la démarche de consensus sur les besoins fondamentaux des enfants en protection de l'enfance qui a été publiée il y a deux ans déjà. Donc, par rapport à la question, je crois que à cette double question, on ne peut pas parler, moi je ne peux pas admettre de réticence a priori, j'allais dire globale, générale, a priori, et je dirais un peu du domaine de l'idéologie. Par contre, ce que je défends en tant que défenseur des enfants, c'est le fait qu'on évalue et qu'on donne aux professionnels les moyens et les compétences et les capacités pour évaluer chacune des situations et évaluer notamment l'intérêt supérieur et la réponse à l'ensemble des besoins de ces enfants. Alors, sur l'anonymat et sur le 119, c'est très important que l'anonymat soit préservé parce qu'il permet justement de protéger des enfants pour lesquels des personnes, notamment du voisinage ou de la famille, n'auraient fait aucune démarche par crainte de représailles. Nous avons fait avec le Défenseur des droits une enquête en 2016 sur l'accès aux droits, l'accès aux services, l'accès aux droits en général et aux droits des enfants. Il en ressortait, s'agissant de la protection des enfants, qu'une majorité de personnes qui s'étaient rendues compte ou qui avaient des doutes sur la sécurité de tel ou tel enfant s'étaient abstenues de faire toute démarche par peur des représailles. Et donc, je crois que vraiment, si on veut poursuivre, parce qu'on n'est pas très bon, 30 ans après la Convention internationale des droits de l'enfant, on a encore un nombre d'enfants victimes de violences qui n'est pas acceptable, ni supportable. Eh bien, si on veut véritablement avancer, il faut aussi conserver ces possibilités d'anonymat. Et puis, par ailleurs, évidemment, renforcer la formation des professionnels, tous les professionnels, qu'il s'agisse des professionnels du sanitaire, du médico-social, du social, etc., de l'éducation nationale, à la détection, au repérage des signes laissant penser qu'il y a violence ou risque de danger pour tel ou tel enfant. Merci, Madame Avenard. Monsieur Bertin, vous voulez compléter ?
Oui, je peux en effet compléter, mais pour confirmer et rejoindre les propos de Madame Avenard, en fait, avec le 119, nous faisons partie d'un collectif sur la téléphonie sociale et nous constatons dans nos échanges que l'anonymat, bien sûr, c'est la base même de la téléphonie sociale. C'est ce qui permet soit à la victime de révéler les faits, parce que ça permet plus facilement la révélation et l'écoute, mais soit pour le tiers, évidemment, de le protéger. En même temps, j'entends bien les difficultés qui ont pu être celles de la personne convoquée au commissariat parce qu'il a révélé quelque chose, mais en même temps, il faut aussi qu'il y ait une prise de conscience qu'un signalement au 119 n'est pas sans conséquence. C'est bien pour ça qu'il y a quelque chose qui est fait à la suite de ces signalements. Le 119 s'en saisit, les autorités s'en saisissent, et évidemment, il y a derrière besoin de vraiment prendre conscience que, pour éviter tous les abus dans un sens comme dans l'autre, à un moment donné, oui, l'anonymat peut être levé. Moi, en tout cas, ça ne me choque pas. Une question, on change un peu de sujet, une question pour le docteur Toiti-Pellegrin. On nous indique, quelqu'un nous demande si on peut mesurer d'ores et déjà les conséquences de violences psychologiques du confinement en lui-même, au-delà des violences qui étaient pratiquées ou subies dans certaines familles. C'est-à-dire, est-ce que le confinement en lui-même n'a pas rajouté de la violence à la violence préexistante? Alors, le confinement en lui-même a été effectivement un moment de rupture important pour les enfants, du point de vue global, c'est-à-dire à la fois dans leur scolarité, dans leur accès aux soins, dans leur accès aux interactions sociales multiples qui font la richesse du lien aux autres. Et donc, en effet, le confinement en lui-même a été un moment a été un moment de violence finalement en soi. Il y a beaucoup de familles qui ont aimé être confinés ensemble, les familles qui allaient bien, qui avaient un cadre de vie qui était aussi agréable et confortable, ont pu profiter de ce moment ensemble, mais ce ne sera pas sans conséquence sur le long terme. C'est-à-dire qu'encore ce matin, j'ai vu en consultation un petit enfant qui a un retard sévère du langage oral et 6 mois sans rééducation orthophonique, sans école, sans accès aux autres, c'est vraiment beaucoup. Et donc ce matin encore, j'ai fait un certificat pour qu'il puisse reprendre l'école de toute urgence parce que pour moi, c'est une situation d'urgence que d'être face à un enfant de 4 ans qui ne parle pas et qui n'a pas d'accès à l'autre, hormis ses parents. Donc, en effet, le confinement a été un moment qui a été délétère pour certains enfants et qui, s'il perdure trop, et moi je considère aujourd'hui que la situation de déconfinement est vraiment très partielle et trop partielle pour beaucoup d'enfants, puisque beaucoup d'enfants n'ont pas accès à l'école, n'ont pas accès aux structures de suivi dont ils bénéficiaient auparavant. Et donc, en fait, moi j'ai très peur, mais c'est l'avenir qui nous le dira, des mois à venir et de situations d'urgence dont nous allons, face à laquelle nous allons être confrontés, avec des enfants qui vont avoir des grandes anxiétés de séparation, des grandes difficultés finalement à quitter cette situation de confinement qui aura été trop longue en famille, avec des enfants qui régressent psychiquement de façon importante, et puis qui ont été dans une situation très inégalitaire selon les familles, c'est-à-dire que selon les familles qui avaient la possibilité d'être dans des situations confortables, etc. Bien sûr, tout se passait bien, mais face à l'instruction, face à l'accès à Internet, etc., on a été dans des situations qui étaient très injustes pour certains enfants, et il est urgent de modifier ça. Je voulais aussi revenir sur quelque chose qui a été dit tout à l'heure par M. Bertin. Je crois que l'idée de la violence faite aux enfants dans les situations de divorce, en tout cas nous en tant que pédopsychiatres, malheureusement on y a souvent accès avec des parents qui nous demandent des consultations pour constater la souffrance psychique de leurs enfants et pour prendre parti finalement dans leur divorce, et finalement moi je crois que c'est quand même de la violence faite aux enfants que de les instrumentaliser dans les situations de divorce, et que à partir du moment où l'enfant est utilisé comme un moyen pour faire souffrir l'autre, l'ex-conjoint, ça devient finalement de la violence faite à l'enfant que de l'utiliser comme une chose pouvant faire souffrir son parent. Merci de cette très utile précision. Une question aux avocats. Aminata, en premier lieu, j'ai plusieurs questions.
par quels moyens les instances ordinales locales peuvent permettre aux avocats d'être présents? Il y a eu le numéro qui a été créé par le CND et la permanence mise en place par le CND. Tu peux nous dire ce qui peut être prévu dans l'avenir de manière encore plus importante? À Aix, par exemple, de création d'antennes de mineurs, de groupes de travail formés avec des confrères formés qui ont signé la charte de défense du mineur et de protection du mineur, et donc des avocats qui connaissent leurs problématiques, qui savent comment les accueillir. Et je crois qu'il n'y en a pas dans tous les barreaux. Et je pense que quand on veut s'investir dans un barreau où elle n'existe pas, la créer pourrait être une bonne initiative pour mieux protéger ces mineurs en danger. Merci Aminata. Une question récurrente qu'on nous pose, et Mathieu, je sais que tu auras la réponse. Qu'en est-il du secret professionnel de l'avocat qui apprendrait, dans le cadre de consultation gratuite par exemple, que la personne qui vient de consulter commet des agressions sexuelles sur les enfants? Vous avez en soi, ça fait partie des hypothèses dans lesquelles la levée, ou plutôt, vous n'êtes pas astreint au secret, notamment pour le professionnel. C'est les articles 226-14 dans lesquels vous avez les hypothèses dans lesquelles le secret professionnel n'est pas absolu, et donc vous avez la possibilité ou l'obligation de dénoncer, l'atteinte sexuelle étant une possibilité, et le crime, là, vous rentrez sous le principe de l'infraction générale, dans lequel, à ce moment-là, vous devez signaler si vous êtes en soi informé que eh bien, le mineur est victime de viol, par exemple. Donc là-dessus, et je crois que on a en soi maintenant toute une évolution de réflexion sur le secret professionnel, et au-delà des avocats d'ailleurs. Je sais pas bien pour ça que je parle de secret professionnel et pas uniquement du secret de l'avocat, sur l'objectif et la nature de ce secret. Il y a bien évidemment la confiance, mais il y a aussi la protection, et on doit éviter, lorsque le secret devient la protection de l'agresseur, ça pose quand même une difficulté, et c'est toutes les réflexions qu'on conduit actuellement. Le texte est en cours au Sénat sur l'évolution de l'article 226-14. Merci Mathieu. Madame Avenard, et on arrive malheureusement bientôt à la fin de ce live. Une question un peu prospective qui est posée par une des internautes. Des procès ont-ils déjà été faits pour pouvoir faire un bilan des conséquences du Covid en termes de violence et pour aller chercher ceux qui, sinon, pourraient risquer de rester silencieusement tus? Est-ce qu'on a déjà, j'allais dire, une réponse exceptionnelle face à ce moment exceptionnel d'invisibilité, comme disait tout à l'heure M. Bertin? Oui, je crois que les réponses, elles sont en train de… Enfin, pour répondre à cette question, les dispositifs sont en train de se mettre en place. Donc, tout à l'heure, j'évoquais, et vous avez évoqué aussi, Madame la Présidente, le bilan qui a été fait sur l'activité du 119 par le SNATED. Le secrétaire d'État a aussi demandé à l'adresse de faire une enquête flash sur les enfants se trouvant dans des structures de protection de l'enfance qui vient d'être publiée. C'est vrai que l'enjeu principal, ce sera quand même d'avoir un bilan, une évaluation de la situation de façon pluridisciplinaire. Hein. Je prends pour exemple les avis qui ont été donnés, les dispositions qui ont été prises là par plusieurs sociétés savantes, notamment de pédiatrie et de pédiatrie médico-légale, qui donnent un certain nombre j'allais dire, de consignes ou d'indications pour appréhender les premières rencontres avec les enfants et les adolescents après confinement. Et là, je crois qu'il y a vraiment toute une série de choses qu'il va falloir mettre en place. Ne nous laissons pas, ne reproduisons pas
les errements du début du confinement qui étaient liés au fait que toutes les institutions ont été prises de court, hein, c'est pas du tout, voilà, c'est bien. Essayons d'organiser cela. De toute façon, la France, il faut savoir que la France va subir son 6e examen périodique devant le Comité des droits de l'enfant de l'ONU l'année prochaine. Je sais d'ores et déjà, parce que nous sommes en lien évidemment régulier et permanent avec le Comité des droits de l'enfant, que la question de ce qu'a fait notre pays, comme les autres, hein, mais ce qu'a fait notre pays dans cette situation d'état de crise sanitaire, les conséquences que les mesures qui ont été prises au-delà de la crise ont eu sur le bien-être, le développement et la sécurité des enfants, tout ça, ce sont des questions que le comité posera à la France. Donc, la France a 1 an pour affiner ses outils. Merci à chacun. Il est malheureusement temps de terminer. Il y a un certain nombre de questions d'internautes qu'on n'aura pas pu prendre, mais ça montre l'acuité du sujet et la sensibilité qu'elle provoque chez chacun d'entre nous. Je laisse la présidente Christiane Ferrachou conclure. Merci Xavier, merci à tous pour vos contributions d'une grande richesse. Beaucoup de choses sont faites. Je reste convaincue en vous écoutant qu'il est vraiment important d'aller et de continuer à aller à la rencontre des plus jeunes. Je voudrais signaler que dans ce cadre, nous avons un partenariat avec le ministère de l'Éducation, que les avocats sont présents au moins 2 fois dans l'année, le 4 octobre et le 20 mars, dans les collèges, pour évoquer des sujets. Donc, quel est l'objectif? Vous le devinez, c'est bien sûr de rappeler que le droit est structurant, mais que surtout, on peut, et l'avocat fait partie de ces acteurs qui peuvent aider à exprimer une souffrance, accompagner, prévenir des difficultés. Et je voudrais partager avec vous un moment d'émotion très fort que j'ai vécu en faisant cette démarche un 4 octobre, où dans une classe, après beaucoup d'hésitation, un gamin qui devait avoir 10 ans, 12 ans maximum, après beaucoup d'hésitation, a demandé s'il pouvait aller seul dans un commissariat parce qu'il avait quelque chose à dire dans un commissariat, mais qui ne savait pas comment y aller. Ce gamin, nous avons pu ensuite, avec la maîtresse d'école qui était présente, nous avons pu identifier une souffrance terrible et des difficultés. Et effectivement, ce gamin a pu être pris en charge. Donc, oui, il y a les appels téléphoniques, il y a tout ce qu'on met en place et la manière dont on va pouvoir accompagner. Mais il y a toute cette face cachée, cette zone d'ombre très compliquée pour savoir finalement comment franchir le pas. Donc, c'est important que ces avocats, puisque nous avons été, lors de la dernière édition, nous avons été dans plus de 1500 classes dans les collèges et on peut encore amplifier ce mouvement avec les avocats bénévoles, cette fameuse journée du droit et cette fameuse journée de la francophonie à travers le monde d'ailleurs, parce que cela commence à se décliner un petit peu partout. Je voudrais également souligner qu'à l'occasion de la journée de la lutte contre la violence faite aux femmes, eh bien, on a pu mesurer que quand il y a violence faite aux femmes, eh bien, on est très près de la violence faite aux jeunes. Et la dernière édition, en novembre dernier, a porté sur ce film Jusqu'à la garde, où on voit bien cette violence terrible, sournoise, vécue, qui traduit si bien cette réalité que vous avez merveilleusement, magnifiquement évoquée aujourd'hui. Alors, merci. Je donne rendez-vous à tous pour notre prochain e-débat qui portera cette fois sur des questions pratico-pratiques, mais dont beaucoup de gens ont besoin. Ce sont tous les sujets du droit de la consommation en période de e-Covid, comment on se fait rembourser les billets d'avion, les billets de train, comment finalement on détricote tous ces textes liés au droit de la consommation avec cette consonance particulière liée au Covid-19. Merci à tous pour votre participation. Merci à vous, les intervenants. Merci pour la richesse de ce débat.
et à très bientôt pour les participants. Merci.